8h37 ce matin sur BFM TV et RMC. Bonjour Gilbert Deray. Bonjour. Vous êtes le chef du service néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il y a un mot dans l'actualité ce matin qu'on aurait aimé ne plus entendre en France. C'est le mot confinement. Pour la Martinique, confiné pour 3 semaines. On pourrait rajouter la Guadeloupe, couvre-feu. Est-ce que ces mots, confinement, couvre-feu, on va les connaître en métropole dans les prochaines semaines? Si nous appliquons ce qui a été décidé vite, c'est-à-dire le pass sanitaire, et si la vaccination se maintient à un rythme très élevé, non. C'est-à-dire que le confinement, vous avez souvent dans le passé, je ne sais pas pour vous caricaturer, mais vous avez souvent dit, l'hiver dernier par exemple, il va falloir qu'on confine, le président ne voulait pas, il va falloir qu'on confine. Là vous dites, on peut échapper au confinement. On peut, grâce aux mesures en place, grâce évidemment au vaccin et au pass sanitaire. Est-ce que on voit déjà, on va rentrer dans le détail exactement de la situation aujourd'hui, mais est-ce que vous pensez qu'on voit déjà un effet du pass sanitaire, ou plutôt de la peur du pass sanitaire, la peur de l'application du pass sanitaire, et que cet effet-là va nous faire échapper à des mesures plus dures à la rentrée? Alors, là où on le voit, c'est sur le vaccin, c'est-à-dire qu'évidemment qu'on a explosé le rythme de la vaccination grâce à l'annonce, j'ai bien dit grâce, à l'annonce du pass sanitaire. On ne peut pas le voir encore pour ce qui est du rythme des infections, puisqu'il n'est pas en place. Mais le fait d'avoir explosé le rythme de la vaccination, c'est notre avenir. Vous voulez dire que le côté un peu, ce que certains ont décrit comme autoritaire du discours du président de la République, a eu un effet sur la pandémie, sur la circulation du virus? Ça a eu un effet majeur pour accélérer le rythme de la vaccination. Pour l'instant, c'est un peu tôt encore pour voir casser l'épidémie, puisqu'on sait qu'à partir du moment où on commence à mettre des mesures en place, il faut plusieurs semaines avant qu'on les voit réellement efficaces. Nos patients hospitalisés dans 15 jours sont déjà infectés aujourd'hui. Mais c'est l'avenir qui nous permet d'être plus optimistes. Vous êtes, et encore une fois, sans vous caricaturer, vous avez parfois été décrit comme très pessimiste, notamment l'hiver dernier. Là, vous semblez plus optimiste ce matin dans le micro. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir échapper aux conséquences très graves de cette 4e vague? Est-ce que ce qui se passe à l'étranger, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Catalogne, où malgré une propagation du variant Delta, l'effet sur les hospitalisations reste limité, est-ce que tout ça nourrit cet optimisme selon vous? D'abord, je rêve d'être totalement optimiste. Malheureusement, c'est pas possible. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? On voit une vague qui est forte, très forte, qui effectivement va monter encore, parce que ça, c'est inéluctable, et on risque d'avoir 40, 50 000 cas par jour, ce qui est énorme. 50 000 cas, c'était le maximum de la précédente vague. C'est considérable. On pourrait dépasser cette vague-là, en nombre de cas. Tout est possible, ça va dépendre de l'application des mesures qui sont en place. Si on applique le pass sanitaire correctement, si tous, parce que ça dépend que de nous, on fait un gros effort sur les gestes barrières, et si on continue à vacciner à un rythme élevé, ce que j'appelle élevé, c'est 700-800 000 par jour, on est à presque 700 000. Alors j'espère et je pense qu'on va échapper au scénario du pire, c'est-à-dire hospitalier, avec, pour Pasteur, 15 000 patients en réanimation, ça je pense qu'on va y échapper, oui. C'est-à-dire que il n'est pas trop tard aujourd'hui pour reprendre peut-être des gestes qu'on a oubliés, des gestes de se laver les mains davantage, de remettre le masque en extérieur. Pensez par exemple, c'est important, les préfets qui décident dans tel ou tel département où le virus circule de remettre le masque en extérieur, ça a une logique? Tout est capital. Et vous savez, en fait, chaque chose que l'on fait au quotidien, chaque masque que l'on porte, ça va être une vie sauvée. Et à titre individuel, parce qu'on parle des cas comme ça qui n'ont pas de nom et de visage, mais à titre individuel, chaque geste que vous faites, ceux qui nous écoutent, va permettre de sauver des vies, ça c'est clair. Quant au fait de le faire au niveau régional ou local, c'est une excellente idée. C'est eux qui savent comment faire et c'est eux qui savent convaincre. On a confiance en son maire, en son député éventuellement. Et ça, c'est capital, la confiance. Vous comprenez quand même que pour beaucoup de Français, c'est parfois difficile à comprendre. On nous a d'abord dit ne portez pas de masque, puis on nous a dit portez un masque. Puis on nous a dit si vous voulez plus porter de masque, faites-vous vacciner. Et maintenant, il y a une majorité de Français complètement vaccinés à qui on dit dans certains départements, il va falloir porter le masque en extérieur. C'est difficile à comprendre. C'est tout à fait. Ce qui est difficile à comprendre, vous savez, c'est le fait qu'on dise tout va bien, puis tout va mal. C'est ça qui est un problème. Le 15 mai, tout allait bien, et le 15 juin, c'était absolument une catastrophe. Bien. Cette épidémie, elle est pour une part absolument imprévisible. Et donc, il faut qu'on soit prudent dans notre approche. Prenez le masque à l'extérieur. Le masque à l'extérieur, c'est pas la mesure majeure. On le sait tous. Mais pour un variant Delta qui est beaucoup plus contagieux, ne pas mettre le masque en extérieur quand on est tous ensemble en foule, oui, je pense que c'est une erreur. Et donc, c'est un ensemble, tout ça. Il ne faut pas s'arrêter juste sur le masque à l'extérieur. C'est l'ensemble des mesures dont il faut considérer qui va nous permettre de sauver des vies. Vous parliez du mois de mai tout à l'heure. Je vais vous citer une déclaration du Premier ministre Jean Castex. C'était dans Le Parisien le 11 mai. Je le cite. Je le dis de la façon la plus claire. Nous sommes enfin en train de sortir durablement de cette crise sanitaire. Il s'est trompé? Évidemment qu'il s'est trompé, puisqu'on sait maintenant qu'on est dans la crise sanitaire. Là encore, le problème, c'est pas tellement
d'avoir dit que l'épidémie allait bien, parce qu'elle allait bien, c'est qu'il faut qu'on reste prudent. Et que c'est le même principe que lorsqu'on arrive au sommet d'une montagne et qu'on croit que derrière, il n'y a plus rien. Mais s'il y a une montagne derrière. Donc moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous dis ? Je vous dis que pour sortir de cette vague-là, il faut être prudent, qu'on peut éviter des morts, ça c'est clair, et qu'on prépare ainsi l'avenir. Moi, j'ai pas l'œil fixé sur fin août, j'ai l'œil fixé sur 2022. Et que le pass sanitaire et le vaccin, c'est un avenir beaucoup plus radieux, sans vagues successives. C'est-à-dire que quand il y aura, parce qu'il y aura peut-être un nouveau variant l'hiver prochain, c'est ce que disait à ce micro Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, il y a quelques jours, s'il y a un nouveau variant l'hiver prochain, on peut échapper à cette menace, couvre-feu, confinement, tout ce qu'on a connu l'hiver dernier. C'est l'objectif. Il faut faire du coronavirus notre grippe habituelle. C'est l'objectif. Il va rester avec nous pour des années, peut-être à vie même. C'est pas un problème. Oui, donc le coronavirus, ils sont là depuis des décennies. Il peut rester à vie, ce virus. On pourrait se faire vacciner régulièrement tous les 2-3 ans. Par exemple, comme la grippe. Et on pourra avoir des morts du coronavirus, mais pas beaucoup. Et donc, ce qu'on prépare, c'est l'avenir. Bien sûr que là, on a le rivet sur ce qui se passe cet été, mais c'est pas que l'été l'enjeu. Pour revenir quand même aux enjeux des prochaines semaines, est-ce qu'on sent déjà à l'hôpital les premiers effets de cette 4e vague ? Très clairement, on n'avait plus du tout d'entrée de patients Covid. Ça baissait, vous voyez les chiffres. De nouveau, on voit des patients Covid qui rentrent tous les jours. Plus jeunes ? Beaucoup plus jeunes. L'âge moyen du patient Covid a diminué de 5 ans. Il est maintenant en moyenne de moins de 60 ans. Et on voit des gens de 40 ans, de 30 ans, de 50 ans. Ça nous déchire le cœur. Et ce sont des non-vaccinés. Des gens qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas de comorbidité ? Alors, ce sont des sans comorbidité, non-vaccinés. Et les rares vaccinés qu'on voit venir graves, ils ont des comorbidités. Et est-ce que vos collègues vous racontent des échanges avec certains de ces patients qui sont parfois en réanimation ou qui ont besoin de respirateurs et qui expriment un regret sur la vaccination ? Vraiment, ça nous déchire le cœur. Ce sont toujours les mêmes échanges qui sont soit le patient, soit même il ne peut plus parler parce qu'il est intubé, ventilé, la famille qui nous dit si on avait su. Si on avait su. Avec des gens qui vous disent j'étais pas contre le vaccin mais j'étais pas pressé parce que moi j'avais 40 ans donc il allait rien m'arriver. Si j'avais su. Eh bien, n'attendez pas, faites-vous vacciner. Est-ce qu'il y a des programmations à attendre dans les hôpitaux dans les prochaines semaines ? Alors, pour l'instant, heureusement non, parce qu'on a souffert. Ce d'autant qu'on manque de personnel parce que c'est les vacances et que tout le monde est fatigué. Il ne faut pas que ça remonte trop. Il ne faut pas qu'on recommence des programmations qui sont aussi une perte de chance. Pour l'instant, non. Pour revenir sur ce qu'on évoquait brièvement, ce qui se passe au Royaume-Uni, enfin je cite le Royaume-Uni parce que comme ils ont connu une explosion du variant Delta avant nous, ils ont un peu d'avance d'une certaine manière sur nous. On voit que le nombre de cas baisse nettement. D'une certaine manière, le Premier ministre Boris Johnson a eu raison il y a 10 jours de tenir quand certains lui disaient ne rouvrez pas tout comme c'était prévu lundi il y a 10 jours, rouvrez comme c'était prévu, ne remettez pas en place des fermetures. Il a eu raison de tenir, ça baisse naturellement. Non, je suis pas du tout d'accord, parce que oui, ça baisse, j'en suis extrêmement heureux, et pas qu'en Grande-Bretagne, ce qui me rend plus optimiste sur ce que va être cette vague. J'ai bon espoir qu'on passe au travers. Alors attention, quand je dis on passe au travers, c'est quand même des morts. Oui, bien sûr. Si demain on a 2000 patients en réanimation, ce sont des morts. Mais peut-être que ça va passer mieux que je n'imaginais. Par contre, là encore, attention à ne pas faire la même erreur. Regardons pas le bout de nos chaussures. C'est pas parce que depuis 10 jours ça va mieux que Boris Johnson a vaincu l'épidémie. Et non, je pense mais il a eu raison de maintenir les ouvertures. Non. Il aurait fallu refermer les choses. Non, il aurait fallu maintenir un certain nombre de restrictions, certainement pas faire ce qu'il appelle le Freedom Day, parce qu'il joue il joue avec la santé des Britanniques, il fait un pari. Moi, je veux pas de pari en médecine, moi, ça ne m'intéresse pas. Il faudrait, et je trouverais beaucoup plus sage, de maintenir un certain nombre de restrictions, pas fermer le pays, de façon à éviter la vague suivante. C'est trop tôt. Et on l'a déjà entendu plein de fois. Regardez, je vous l'avais dit, j'avais raison pour se taper une vague un mois plus tard. Non, c'est pas bien. Mais si on suit cette logique, on l'applique en France, ça veut dire qu'il faut se préparer à, sans aller jusqu'à un confinement ou un couvre-feu à la rentrée, de vivre avec des mesures de restriction dans un certain nombre de lieux. Oui, il est beaucoup trop tôt pour dire ça y est, c'est fini, c'est terminé. Et quand on aura fini cette vague, il sera trop tôt pour dire on arrête tout, on recommence pas les erreurs des mois derniers. Donc on maintient des restrictions à minima et finalement, avec l'augmentation progressive de la vaccination, on va y arriver. Parce que, en fait, ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire un bridge, un pont, entre ces peu intermédiaires où on n'est pas vacciné et la suite. Est-ce que l'application du pass sanitaire à partir de 9 août, vous avez dit que ça va avoir un effet important, est-ce qu'il aurait fallu aller plus loin ? Est-ce qu'il aurait fallu aller jusqu'à l'obligation vaccinale, comme le suggèrent un certain nombre de parlementaires ?
Alors, moi, mon choix, c'est évidemment l'obligation vaccinale et le pass vaccinal. Je pense pour tous les adultes. Je pense que c'est plus efficace, ça, j'en suis convaincu. Pourquoi ils y sont pas allés jusque-là? Ça, faudra leur demander. Je pense que c'est un problème de responsabilité politique. Mais sur le plan purement sanitaire, évidemment que l'obligation vaccinale, ça aurait été mieux, puisqu'il en va de la protection du pays et il en va de la protection de la collectivité. Mais certains disent, au fond, l'obligation vaccinale, c'est inapplicable ou c'est très difficilement applicable pour une population aussi large si on prenait par exemple tous les adultes. Et là, le pass sanitaire, c'est une obligation vaccinale de fait. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé techniquement de vous faire vacciner, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose dans la vie sociale. Alors, plusieurs choses. Le problème, c'est que moi, j'ai des éléments de réponse, des langues de langage qui sont sanitaires. Oui. Et je vous dis que sur le plan sanitaire, c'est mieux. Deuxièmement, je ne suis pas sûr de ce que vous me dites. Parce que appliquer le pass sanitaire, ça va pas être simple quand même, par rapport à l'obligation vaccinale. Je suis pas sûr que ce soit plus facile. Et troisièmement, surtout, dans le pass sanitaire, il y a le test PCR. Oui. En dehors du fait qu'on pousse à la vaccination, c'est une évidence. Le test sanitaire, c'est pas parfait, hein. Vous avez des tests sanitaires qui sont faussement négatifs. Il va y avoir des fraudes. Et donc, en termes d'efficacité, bien sûr que la vaccination, c'était mieux que le pass sanitaire. Gilbert Deray, vos enfants ou les gens de votre entourage qui vont en boîte de nuit ce week-end, vous leur dites n'y va pas, c'est dangereux? Oui, c'est clair, je leur dis n'y va pas. Encore moins s'ils ne sont pas vaccinés. Ouais. Et parce que, mais il y a un pass sanitaire dans les discothèques pourtant. Oui, on a vu ce qui s'est passé avec le pass sanitaire dans d'autres pays, avec des explosions des infections pour diverses raisons. La première, je vous l'ai dit, c'est pas parfait. Le test PCR est loin d'être parfait. La deuxième raison, c'est qu'à l'évidence, il y a eu des fraudes, puisqu'il n'y a pas de contrôle d'identité. Je ne crois pas que, et je suis désolé de le dire pour ceux qui dirigent des boîtes de nuit, je ne crois pas que la boîte de nuit, ce soit la priorité de l'été. Mais vous comprenez qu'elle reste ouverte parce qu'après 1 an et demi de fermeture, notamment pour les plus jeunes, ça a été très très difficile, c'est très difficile, et c'est une sorte de soupape aussi de garder ces lieux de fête ouverts. J'ai un sentiment très mélangé, parce que à la fois, oui, je comprends qu'on en ait assez, mais est-ce que dans cette situation, avec 28 000 contaminations par jour et le risque qu'on prend, pour le mois d'août, la boîte de nuit, c'était là où les Français devaient se défouler absolument, y compris les jeunes? J'ai du mal, moi, comme médecin. Parce que le risque, c'est que si les discothèques restaient fermées, il y aurait des fêtes sauvages, sans passe sanitaire d'ailleurs, et d'une certaine manière, des choses moins gérées, moins contrôlées. Oui, c'est possible, tout à fait, mais j'ai du mal à donner, on va dire, un aval sanitaire pour des endroits dont je sais qu'ils vont provoquer des contaminations. Alors, professeur Deray, puisque vous disiez que vous aviez un regard sanitaire sur ces questions-là, je vais vous soumettre ce qu'a affirmé hier le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Je le cite, « Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres ». Est-ce que c'est vrai? Non, c'est factuellement une erreur, on le sait très bien, c'est faux. Le vaccin est extrêmement efficace. Ouais. On va le dire, on va le redire, faites-vous vacciner. Il vous diminue le risque d'avoir une forme grave de plus de 90%. C'est incroyablement efficace. C'est une des plus belles choses qu'on ait vues. On sait par contre qu'évidemment, on peut quand même attraper le virus, que ça, le vaccin, ça ne vous empêche pas le virus de rentrer en vous, et on peut le transmettre beaucoup moins que si on n'était pas vacciné. On a bien dit beaucoup moins, mais néanmoins pas zéro. Néanmoins, on comprend quand même la logique. Par exemple, les vaccinés aujourd'hui ne seront plus considérés comme cas contact, même s'ils ont été à proximité de quelqu'un qui a été testé positif. On comprend quand même cette logique que on ne peut pas rester dans la situation où chaque personne en contact avec une personne positive est cas contact, doit s'isoler, etc. Vous comprenez quand même cet assouplissement? Non, je comprends très bien. Et ce qu'il faut bien qu'on comprenne, c'est que dans une période transitoire, ouais. On n'a pas l'immunité collective, on l'aura transitoire. Et dans cette période transitoire, on a besoin à la fois du vaccin ouais. et des mesures non pharmacologiques, c'est-à-dire le pass sanitaire, le geste barrière, etc. Donc oui, quand on est vacciné, on est moins à risque de tout, y compris de transmettre la maladie. Mais dans cette période transitoire, qui va durer encore plusieurs semaines, il faut continuer à prendre des précautions. L'un des arguments, puisqu'on parlait de l'éducation nationale à propos de Jean-Michel Blanquer, l'un des arguments de ceux qui défilent dans la rue, je ne parle pas forcément des anti-vaccins, mais anti-pass sanitaires, qui disent, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis en place des purificateurs d'air dans les écoles? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas créé des lits de réanimation? Ces arguments-là, on les entend beaucoup oui. D'un certain nombre de gens qui s'étonnent finalement qu'on n'ait pas tiré complètement les leçons de 18 mois de pandémie. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des choses qui sont très différentes. Prendre des mesures non pharmacologiques comme les purificateurs d'air, etc. Il faut le faire. Ouais. Bien entendu, il faut le faire. Non, il faut le faire. Il faut le faire. Et à la rentrée, j'ose espérer que ça aura été fait. Ça me paraît capital. On ne peut pas juste se contenter d'un pass sanitaire à l'école.
Ça, c'est pas bien. Ça, c'est la première chose. Par exemple, qu'aujourd'hui, des élèves non vaccinés devront suivre les cours à distance, alors que les élèves vaccinés pourront être en classe s'il y a un cas positif dans la classe, c'est une discrimination et qu'on aurait dû aussi mettre en place des purificateurs d'air. Non, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que vous mettez en place des purificateurs d'air, il faut le mettre, aérer les pièces, il faut mettre, etc., que vous êtes totalement protégé. Donc, c'est les deux qu'il faut. C'est les deux qu'il faut. Attention à une chose, créer des lits de réanimation pour ne pas se vacciner est une très grave erreur. L'objectif, c'est pas de remplir des lits de réanimation, clairement. Donc en ce moment, on a besoin des deux, vaccins et le reste. Deux informations de l'étranger qui peuvent nous renseigner sur ce qui nous attend peut-être en France. D'abord, on voit qu'aux États-Unis, la France a vacciné davantage sa population que les États-Unis, et après des mois de retard, on peut le souligner, et ils vont avoir du mal à les vacciner ce qui reste. Et la mairie de New York vient de proposer d'offrir $100 à tous ceux qui iront se faire vacciner, qui iront faire leur première dose. Est-ce que on va arriver à un moment où ces incitations, alors est-ce qu'elles seront financières ou d'autres manières, est-ce que cette stratégie d'incitation, de carotte d'une certaine manière, ça serait applicable en France? Écoutez, je suis gêné moi par ces incitations pour plein de raisons. La première raison, c'est que, alors si vous donnez $100 maintenant à ces personnes, à la prochaine épidémie, personne ne va se faire vacciner avant qu'on lui donne $100. On va attendre d'avoir le chèque. La deuxième chose, c'est que j'ai vu toutes ces incitations, certaines sont totalement farfelues, on offre même des kalachnikovs à des gens qui se font vacciner dans certains pays. Et puis, où est le sens de l'intérêt collectif? On n'en parle jamais. On se vaccine. Le civisme. Oui, on s'en vaccine pour nous, on se vaccine pour le pays, on se vaccine, moi je me vaccine pour vous et vous pour moi. Personne ne parle de l'intérêt collectif. Et pourquoi? Eh bien parce que ça marche pas. Et parce qu'on voit très bien dans les études que l'intérêt collectif n'est pas une incitation à se faire vacciner. Il faudra qu'on se pose des questions quand même là-dessus. Oui, c'est des choses sur la société au-delà de la question de la vaccination. Qu'on donne un repas après un don de sang, par exemple. On vous donne un repas après un don de sang. On vous donne pas $100 après un don de sang. Et donc, je ne suis pas très favorable à ces incitations. Et je voudrais qu'on fasse plus d'informations sur l'épidémie. Je voudrais qu'on fasse plus d'informations sur le civisme. Et qu'on comprenne pourquoi nous avons perdu confiance en nos institutions, ce qui nous amène à ne pas être vaccinés. Autre pays qui a mené une stratégie de vaccination plus efficace que la France, c'est Israël, qui va désormais autoriser la vaccination des 5-11 ans d'enfants malades, des enfants vulnérables. Est-ce que c'est une piste que nous devrions suivre également, qu'un certain nombre d'enfants malades devraient être vaccinés? Alors, pour les enfants malades, c'est très clair. Il ne faut pas prendre de risques, même si, il faut reconnaître, attention, que le risque de décéder de la Covid quand on a moins de 10 ans, il est petit. En France, c'est moins de 10 enfants qui sont décédés pendant toute la Covid. Donc oui, en Chine, ils sont déjà jusqu'à 3 ans et pour tout le monde, c'est pas notre priorité. Gilbert Deray, je vais vous dire que ça fait presque plaisir de vous entendre presque optimiste, parce que vous avez été tellement décrit ces derniers mois comme une sorte de Cassandre apocalyptique qui nous annonçait la fin du monde tous les matins. Vous êtes presque optimiste. Je suis raisonnablement optimiste si nous nous mettons en ordre de marche et si chacun d'entre nous, c'est là qu'il faut retrouver le civisme, met en place ce que nous essayons, c'est-à-dire 1, le vaccin, 2, les gestes barrières, 3, l'application du pass sanitaire. Si on fait ça, on passera raisonnablement au travers de cette vague. En tout cas, merci d'être venu sur BFM TV et RMC ce matin pour le dire. Professeur Gilbert Deray, chef du service néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bonne journée.